Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Véronique Bourbeau apporte sa chronique Ménopause, sommeil et santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, le goût de l'effort. Notre invité en début de deuxième demi est Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Il nous propose de nous parler des formations gratuites en santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. C'est avec plaisir que je reçois Véronique Bourbeau. Bonjour Véronique. Bonjour Yvan. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Tu es naturopathe agréée, herboriste, clinicienne. Effectivement. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, beaucoup d'affaires. Ça mange vert. Ça mange vert, surtout. Tu es cofondatrice aussi de la plateforme éducative Ma Santé, Mes Hormones. Quand même une plateforme assez récente là, qui éduque les gens. Là, sur, Oui, elle a été lancée en avril 2023 avec ma collègue Dr Lynne Deshôtels, qui est une experte en santé hormonale et en hormonothérapie. Puis on donnera l'adresse web à la fin de l'entretien. Donc, la chronique que tu nous fais aujourd'hui, en fait, ça porte le thème ménopause, sommeil et santé mentale. Ménopause, ça touche pas mal de femmes, là. Ben, toutes les femmes. Toutes les femmes. Selon mes statistiques, 100% des femmes vont vivre une ménopause. Et pas au même âge, finalement. Non, effectivement. C'est ça. Oui, donc on va parler aujourd'hui de la relation entre la ménopause, le sommeil et la santé mentale, bien sûr. En fait, pour atteindre une santé optimale, le corps requiert deux choses importantes. D'abord, un équilibre hormonal et un sommeil adéquat. Et ce sont deux grands pôles de régulation du métabolisme. Et quand on parle sommeil, ben on voit que l'insomnie au féminin, c'est quelque chose de très fréquent. Quand on pense période de périménopause, en préménopause, avant la cessation des règles, ça peut rejoindre entre 39 et 47% des femmes. Et quand on atteint notre ménopause, donc une fois que ça fait une année qu'on n'a pas de menstruation, donc on a notre titre de femme ménopausée, mais ça peut rejoindre jusqu'à 60% des femmes. OK, donc c'est un phénomène tout à fait normal que peut-être plusieurs femmes ne savent pas, finalement. Hein, que ça... Oui, bien en fait, ça impacte énormément la qualité de vie, hein, on va le comprendre. Ouais. Il y a le changement hormonal, donc qui est en arrière de ça, qui va affecter la qualité de sommeil, mais on ajoute aussi, bien sûr, le facteur âge, et ça, homme ou femme, on va être affecté aussi. Ça vient menacer le continuum du sommeil pendant la nuit. Donc, si on pense changement hormonal, on va penser à différents saboteurs de dodo. Hein, chez la femme, on va penser à nous bouffer de chaleur, ça touche de 75 à 80% des femmes. Il y a la transpiration nocturne, il y a des mictions nocturnes plus fréquentes aussi. Et il peut y avoir une baisse de capacité de gestion de l'anxiété qui peut amener des micro-réveils avec des sensations d'inconfort émotionnel. Et ça peut aussi retarder l'endormissement. Il peut y avoir une baisse dans la capacité de gestion de la glycémie. Puis ça va accompagner aussi des changements hormonaux. Les hormones ont une influence sur la gestion de la glycémie et des fluctuations de glycémie impactent l'équilibre hormonal, donc ça peut provoquer aussi des micro-réveils. Il y a souvent des douleurs articulaires qui s'installent pendant cette période-là, des jambes sans repos. Il peut y avoir aussi une hausse du taux d'apnée du sommeil pendant la période de la périménopause. Hein. Donc, il y a différents saboteurs dans cette période-là de changement hormonal qui vient impacter la qualité du sommeil. Et tout ça est en grande partie, c'est pas exclusif, mais c'est en grande partie influencé par la chute de nos hormones, entre autres de l'estrogène et de la progestérone. Donc, on va parler de ces deux hormones-là ensemble aujourd'hui. Si on analyse l'architecture du sommeil, on constate aussi l'impact que vont exercer les hormones, dont l'estrogène, comme je vous disais, et la progestérone sur les phases de sommeil. Par exemple, ma progestérone va me permettre d'induire l'endormissement. C'est ce qui me permet là, de débuter ma nuit de sommeil. Donc, induire l'endormissement, mais va favoriser aussi la progression du sommeil. Il y a une phase du sommeil qu'on appelle le sommeil lent, qui va de très léger à très profond. Et c'est sous la gouverne. C'est pas exclusif à la progestérone. L'estrogène aussi, elle a son petit mot à dire, mais c'est surtout la progestérone qui influence cette phase-là. Et bon, périménopause, l'estrogène a fait ses valises, hein, et les ovaires rentrent en pré-retraite ou en retraite, donc il y a moins de modulation hormonale pour permettre ce sommeil-là de très léger à très profond. Et c'est pendant cette phase-là
que le corps est capable de récupérer de la fatigue de la journée, de nettoyer les organes, puis d'enclencher des processus de guérison et de réparation des tissus. C'est bon pour beaucoup de choses sur le corps humain, le sommeil. Puis... c'est incontournable. Oui, c'est pas un temps perdu. Tu sais, les gens, des fois, j'ai pas le temps, mais non, il faut prendre le temps de dormir, c'est pas un temps perdu. Hein? Il faut respecter ce temps-là, en fait. Là, mais effectivement, on peut avoir cette notion-là que c'est du temps perdu, mais si on dort le tiers de notre vie, c'est qu'on a besoin de ce tiers-là pour justement, comme je le mentionne, ben se maintenir actif, entamer des processus de guérison. Dans le 2 tiers restant. Exact. Ça améliore la qualité du 2 tiers restant. Dans la phase qui suit la phase de sommeil lent, après donc le sommeil lent, là, c'est un petit peu plus l'estrogène qui va contrôler cette phase-là. Donc, l'estrogène va aussi piquer du nez dans la période de périménopause. Et cette phase-là, c'est le sommeil paradoxal. C'est le sommeil pendant lequel je vais rêver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est durant cette phase-là que le cerveau va enregistrer les apprentissages. C'est pendant cette phase-là de sommeil que le cerveau élimine le stress oxydatif qui endommage les structures nerveuses. Et pendant ce sommeil-là paradoxal ou durant le rêve, c'est là qu'on recharge nos batteries puis qu'on affine la mémoire. Et donc, à la lumière de ce que je vous explique, traverser une période de changements hormonaux, c'est pas quelque chose de banal du tout, hein, surtout quand ça touche la quantité ou la qualité de sommeil. Surtout quand on sait que manquer de sommeil pendant une semaine perturbe le fonctionnement de 711 gènes, dont plusieurs sont impliqués dans la gestion du stress, dans la gestion de l'inflammation, la gestion de la douleur, dans la réponse immunitaire. Manquer de sommeil a un impact au niveau, c'est un facteur de risque d'infection et même de certains cancers. Ça affecte la gestion métabolique, la gestion de poids. Si je dors moins de 6 heures, je vais avoir plus de difficultés à perdre du poids et je vais être la prise de poids va être favorisée. Okay. Je vais moins bien gérer la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang si je dors moins de 4 heures. La gestion du cholestérol. L'insomnie va aussi travailler au niveau du microbiote, au niveau des bactéries intestinales, puis va augmenter une famille de bactéries qu'on nomme les firmicutes. Et la famille des firmicutes sont impliquées, entre autres, dans le développement des maladies cardiovasculaires et artérielles. Donc, ne pas dormir, c'est un impact global, mais aussi, bien sûr, a une influence sur la santé mentale. Oui, comment ne pas décourager les femmes qui nous écoutent? Parce que on a des solutions. Oui, c'est ça. Donc, demeurer à l'écoute, là, c'est pas juste négatif. Il y a un punch qui s'en vient. Oui, c'est ça. Non, il faut mettre la table, c'est sûr. Puis en même temps, on comprend pas que ça influence tout ça. Là, c'est tellement important, en fait, de comprendre. Quand on comprend, on peut poser des gestes qui sont stratégiques. Il y a la santé mentale aussi qui est impactée, de toute évidence, là, quand je n'ai pas un sommeil adéquat. Là. Donc, le manque de sommeil va affecter aussi les gènes qui sont impliqués dans la régulation de mon humeur, dans ma gestion, je l'ai dit tantôt, de la douleur, mais dans l'attitude positive. Les gènes qui vont affecter la synthèse et la dégradation de certains neurotransmetteurs sont sous la gouverne du sommeil. Entre autres, la noradrénaline impliquée dans l'anxiété, dans la gestion de stress aussi, la sérotonine dans l'attitude positive, la dopamine dans le côté enthousiasme et le GABA qui me permet de neutraliser les effets du stress. Donc, il y a un lien direct entre le sommeil et la dépression, sommeil et insomnie en fait et anxiété. Et une mauvaise nuit aussi peut impacter et prédisposer aussi à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc, ça a été nommé comme quoi qu'il y a une relation intime. D'ailleurs, il y a une étude qui mentionne que les femmes qui dorment 7 heures performent le mieux à des tests cognitifs que celles qui dorment moins de 6 heures ou plus de 9 heures. Donc, trop, c'est comme pas assez. OK. Trop, c'est peut-être parce que le sommeil n'est pas assez réparateur, pas assez fixe, là, dans le fond. Fait que ça... C'est comme un effet de cloche. Ça veut dire qu'il y a un moment où on est dans une zone optimale et quand on la dépasse, on perd des avantages, en fait. Hein? Ouais. Donc, on résume, si je vis un remaniement hormonal, donc un déclin, le déclin qui est spécifique à la préménopause et à la ménopause, c'est ce qui va, entre autres, impacter ma qualité, ma durée de mon sommeil, ce qui, au final, va affecter, bien sûr, ma santé globale et ma santé mentale. Si on décortique un petit peu plus loin, mon estrogène est intimement impliqué dans la synthèse et l'utilisation de ma sérotonine. Donc, sérotonine, mon antidépresseur naturel. Mon estrogène va influencer la disponibilité de la matière première à partir de laquelle je peux fabriquer ma sérotonine, puis il va influencer aussi la quantité de récepteurs
de sérotonine à la surface de mes cellules. Okay. Et pour qu'un neurotransmetteur fonctionne, Yvan, il faut qu'il se fixe sur un récepteur. Encore faut-il que j'ai des récepteurs en bonne quantité. Il faut que les récepteurs aussi soient stables. Et ça, l'estrogène favorise ça. Donc, puis, les gens, non, mais ça, les gens, dans le fond, on donne beaucoup de détails parce que tu es spécialiste aussi, mais dans le fond, les gens ont probablement quelques affaires à mettre de l'avant puis à mieux comprendre l'ensemble, mais pas nécessairement à faire de la suranalyse de leur état, dans le fond, parce que les choses sont simples, j'imagine, mais aussi pour, c'est ça. Pour avoir un meilleur sommeil et tout. Ça permet en fait de relier, quand une femme passe à travers la périménopause, ça se fait pas toujours entre le mur et la peinture. Des fois, il peut y avoir un remaniement psychique global. Et le fait, juste là, aujourd'hui, on parle de sommeil, mais ça, c'est une chose parmi tant d'autres de ce que la femme va traverser, mais ça lui permet en fait de mieux comprendre, puis de prendre, comme on disait tantôt, action. Mais c'est de faire des liens aussi, et ça rassure. Ouais. Effectivement. Il nous reste à peu près 3 minutes pour ton info. Okay, là. C'est bon, j'accélère. Non, mais c'est juste pour donner aussi des points, peut-être des trucs. J'y arrive. Ouais. Donc, comme je viens de mentionner, mon estrogène est intimement lié à l'utilisation de ma sérotonine étant mon antidépresseur naturel, hein, bien sûr. Mais ma sérotonine, c'est aussi mon précurseur de mélatonine, donc mon hormone de sommeil. Donc, mon estrogène, oui, stabilise mon humeur, mais me permet de dormir. Fait que c'est comme si c'est l'œuf ou la poule. Il y a un moment où ce que ne pas dormir, c'est-tu par manque d'estrogène, c'est-tu le manque d'estrogène qui fait que je dors pas, et vice-versa. Là. Ça provoque plusieurs choses. J'imagine qu'il faut éviter l'intellectualiser trop. Il faut essayer de plus s'écouter, puis plus y aller... Mais d'où l'intérêt de tendre vers un équilibre hormonal pour améliorer son sommeil. Ça fait partie des stratégies. Fait que, estrogène, on l'a couvert en ce qui a trait à la progestérone. La progestérone, elle, dans mon système nerveux, à partir de la progestérone, je peux créer un métabolite qu'on appelle de l'allopregnanolone. Et ce métabolite-là est intimement impliqué dans la régénération du tissu nerveux. Et c'est une baisse d'allopregnanolone est reliée aussi aux états dépressifs. Ça a une fonction prosociale. Et même aux États-Unis, l'allopregnanolone est reconnu comme un médicament approuvé pour recommander lors de dépression, entre autres postpartum, lors de choc post-traumatique ou comme un substitut à certains antidépresseurs classiques, là. Donc, et mon allopregnanolone qui dérive de ma progestérone permet de calmer le stress au niveau de mon système nerveux, d'augmenter mon état de sérénité, calme intérieur, anxiolytique et tout ça. Hein. Fait que, au final, dormir, c'est indispensable à la santé globale, mais aussi à la santé mentale. Tout ce qui me permet de me rapprocher d'un équilibre hormonal, c'est à considérer. Et là, on peut y aller de façon pharma. On peut prendre des hormones bioidentiques, par exemple. Quand elles sont bien encadrées, elles sont tout à fait bénéfiques. Ou je peux y aller avec des suppléments qui vont moduler aussi une réponse hormonale. Là, j'ai un univers de possibilités, mais bon, celle qui est parmi les plantes, par exemple, qui sont les mieux étudiées, j'ai la rhubarbe de Sibérie, j'ai l'isoflavone de soja, j'ai le Vitex. Tout ce qui me permet une relaxation nerveuse, ça peut être par des plantes calmantes, ça peut être aussi par la prise exogène de GABA, donc qui est un inhibiteur nerveux. J'imagine l'entourage peut servir aussi. Absolument, c'est sûr. Les gens de son entourage peuvent vous aider à se détendre, j'imagine. Ça dépend de l'entourage, mais oui. Il faut changer d'entourage peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être ça peut régler des problèmes. Je peux prendre aussi des précurseurs de sommeil. Il y a différentes choses que je peux faire. Puis tout ce qui me permet de mieux gérer mon stress. J'ai des plantes adaptogènes pour ça. Étant herboriste, là, je pourrais vous en parler très, très, très longtemps. J'ai certaines vitamines, j'ai du magnésium, j'ai un inventaire de possibilités. Mais ce qui est bien, c'est d'élaborer un plan personnalisé. Et pour le faire, d'abord, on peut être accompagné par une personne qualifiée. Et il faudrait être bien informé. Ouais. En terminant, Véronique, c'est super intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, peut-être sur plusieurs sujets, entre autres celui-là, on peut aller sur ton site masantémeshormones.com, dont tu parlais tantôt. Exactement. Et sinon, aller au site de ta clinique intégrative, donc cliniqueintégrative.com aussi. Oui, pour un bon accompagnement. Merci beaucoup de nous avoir mieux informés sur ce sujet, ménopause, sommeil et santé mentale. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Ton sujet aujourd'hui, le goût de l'effort. Le goût de l'effort, oui.
On n'en manque pas, nous autres, le goût de l'effort. Dans la vie, hein, si on ne fait pas d'effort, des fois... Oui, mais c'est une chose, je te une chose importante. C'est une bonne chose, c'est une chose, importante, nécessaire, je dirais, si on veut arriver à faire des choses avec un certain succès. Oui, des fois, se surpasser, là, tu sais. Oui. Alors, je vais vous lire un article qui s'appelle ainsi, en fait, « Comment donner le goût de l'effort à nos enfants ». J'ai pris ça sur le site français magazineavantage.fr. Et c'est écrit par une dame du nom de Françoise Devilliers, qui est une auteure française. Alors, cette dame Devilliers nous dit « On élève dans du coton, mais comment faire comprendre à nos enfants et adolescents que les réussites demandent persévérance et effort. » À la télé, nous dit-elle, les enfants regardent des émissions où l'on devient riche et célèbre en 6 mois. Ce sont aussi les premiers à profiter de la technologie qui nous facilite la vie. Le plagiat sur le net leur tenant parfois lieu de devoir. Tout cela fait croire que le travail n'est pas nécessaire. La faute à la société, sans doute, mais c'est aussi une question d'éducation. Nous avons tendance à les encourager sur la voie de la satisfaction immédiate. Le soir, fatigués, on n'a qu'une seule envie, leur créer un doux cocon et les servir comme des pachas. À la première difficulté scolaire, on leur paie des cours particuliers, on leur achète des CD-ROM plus ludiques pour apprendre l'anglais. Certes, c'est aussi grâce au jeu ou parce qu'ils éprouvent du désir pour l'objectif à atteindre qu'ils prennent plaisir à fournir des efforts. Mais la motivation spontanée ne peut pas exister pour tout et on n'arrive pas à tout en s'amusant. L'effort passe le plus souvent par contrainte et frustration. Et leur transmettre, c'est les habituer à tolérer cette insatisfaction. Mais au fond, Yvan, on écoute parler de toutes sortes de célébrités. Ça peut être dans le monde de la politique ou... même les athlètes et tout. Oui, là, ouais. les chanteurs. Ouais. Toutes ces personnes disent à l'unisson, j'ai dû travailler très fort. Il y a des gens qui sont prédisposés, mais si le travail n'est pas là... Mais sans le travail, on peut avoir du talent, mais ça prend du travail, ça c'est sûr. Oui, exactement. C'est vrai. Alors, réhabiliter la notion de l'effort permet de rétablir l'équilibre entre les principes de plaisir et de réalité et leur montre qu'il y a des exigences devant lesquelles on ne peut pas reculer, comme apprendre ses leçons ou faire son lit. Et il faut les convaincre qu'ils ne savent pas tout, qu'ils doivent chercher, répéter, rater pour parvenir à un but, se forcer pour vaincre une résistance. Loin d'être une question de morale, c'est une question pragmatique. Reste que le sens du travail n'est pas facile à inculquer. Et il faut montrer que le travail, ça peut être le fun. Tu sais, ça ne veut pas dire que ça va être plate parce qu'il y a du travail à faire. Au contraire, il y a une satisfaction à entretenir ça puis à surmonter d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu aller. Là, ouais. Oui. Alors, on nous dit que les adultes y consentent parce qu'ils poursuivent des objectifs. Les enfants, eux, vivent dans le présent. Pourquoi s'obliger à apprendre pour obtenir des choses meilleures plus tard? Ça ne s'ordonne pas, ça s'exerce en y étant confronté chaque jour et bien avant la préadolescence. Ce conditionnement demande beaucoup d'efforts aux parents. Il faut prendre du temps et accepter d'aller au conflit pour donner des règles et des obligations, pour expliquer, surveiller et exiger. Des spécialistes nous guident au quotidien. Des parents nous donnent leurs trucs. Par exemple, l'effort s'apprend dès le plus jeune âge. Avec c'est monsieur Didier Pleu, qui est psychologue français, qui nous parle. Il nous dit, transmettez-lui les prémices en lui apprenant bébé à différer son plaisir. Ne vous ruez pas sur le biberon au premier cri. Habituez-le à attendre un peu en lui expliquant que vous préparez son repas. Si vous anticipez ses besoins, il a le sentiment que tout vient tout de suite. Facilitez-le quand il n'a pas fait de caprice pour le jouet du supermarché. Le sens de l'effort commence dans la crise qu'il ne piquera pas. Validez son comportement en lui disant « Tu n'as pas crié, je suis fier de toi ». Profitez de son penchant pour le moi tout seul et laissez-le essayer d'enfiler et lacer ses chaussures seul. Sinon, il croit que ce qu'il ne fait pas lui-même est fait quand même. Approuvez le travail fourni, il aura envie de recommencer. C'est l'âge où vous faire plaisir est aussi une motivation puissante. Entretenez sa curiosité. Il est dans l'effort spontané, toujours disposé à apprendre et comprendre. Apprenez-lui à aller jusqu'au bout
d'une activité. C'est vrai que les jeunes enfants, souvent, ils vont lâcher avant la fin d'une activité. En les encourageant un petit peu, peut-être qu'ils vont donner un petit... C'est ça, c'est vrai que ça développe. C'est une façon facile d'apprendre. Finalement, les enfants sont des éponges. Hein, fait que c'est une façon de... Effectivement. Oui. Alors, M. Didier Pleu, qui est psychologue, continue en nous parlant de l'effort à la maison. Il nous dit, demandez-lui dès le plus jeune âge de vous aider sous forme de jeu. On joue à ranger les courses, à trier le linge et remerciez-le. Par exemple, j'aurais mis plus de temps sans toi. Gardez cette habitude de le faire participer aux tâches. Même s'il a ses devoirs, il peut, un quart d'heure par jour, mettre la table ou aider à nettoyer la voiture. Faites-lui ressentir le bien-être qu'on éprouve à la suite d'un effort, en lui disant, par exemple, « Tu vas voir comme tu te sentiras plus clair dans ta tête quand ta chambre sera rangée. » Ainsi, la vie s'ouvre sur l'avenir, au-delà de la sensation immédiate. Il doit aussi prendre conscience de la satisfaction à réaliser quelque chose. Faire un plat, cueillir des framboises et les offrir à mamie, ou bien jouer un morceau de musique. Témoigner qu'il y a un plaisir dans la construction d'un bonheur à long terme. Oui, c'est des bonnes habitudes à prendre. On va poursuivre le même sujet plus tard à l'émission, à l'Espresso allongé, le goût de l'effort. À venir dans l'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie est avec nous. Il nous parle des formations gratuites en santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le goût de l'effort ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce. C'est avec plaisir que j'accueille Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bienvenue encore une fois à notre micro. Tu es d'Action Autonomie. On va parler aujourd'hui des formations gratuites qui sont offertes chez vous depuis un certain temps. Puis c'est des formations qui c'est important de les faire connaître et de savoir pourquoi finalement vous offrez ces formations-là. Pourrais-tu d'abord nous rappeler la mission en fait de Action Autonomie qui existe depuis longtemps? Oui, Action Autonomie, on est le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Donc, on vient en aide, on soutient les gens dans l'exercice de la défense de leurs droits, particulièrement quand c'est en lien avec leur santé mentale. Donc, des gens qui sont victimes de discrimination à cause d'un diagnostic qu'ils pourraient avoir, ou des gens qui se font priver de leur liberté, ou qui se font imposer de la médication, ou des traitements dont ils veulent pas, etc. Nous, on est là pour aider ces personnes-là, pour prendre fait et cause pour elles, pour les outiller, pour faire en sorte que leur voix et leur volonté soient entendues. Et Action Autonomie est dans le paysage montréalais et québécois depuis fort longtemps, là, depuis plusieurs années, sinon des décennies, je pense. Oui, ça fait 30 ans, en fait, et plus. On a été fondé en 1991. Ouais. Donc, ça fait déjà plus de 30 ans. Et on pense qu'on a encore du travail pour être là pour un autre 30 ans facilement. Malheureusement, c'est ça, on aimerait mieux des fois que vous n'ayez pas de travail, mais effectivement, il y a encore beaucoup de droits qui sont bafoués, alors il faut que vous soyez là. En effet. Donc, les formations gratuites, c'est un sujet qu'on a peut-être déjà effleuré au courant de tes passages à l'émission, mais on n'a vraiment pas parlé en détail des formations. J'aimerais ça que est-ce que d'abord, les formations existent depuis la fondation de l'Action Autonomie ou à peu près? Oui, ben en fait, donner de la formation, ça fait partie de notre mission parce que, effectivement, on fait de l'aide directement aux personnes, mais on a aussi un mandat de sensibilisation de la société en général, parce que la question des droits en santé mentale, c'est pas quelque chose qui va de soi, là. Il faut se le faire expliquer, il faut le comprendre, il faut le connaître, il faut le vivre aussi pour savoir que ça existe. Donc nous, on est là pour faire de la sensibilisation autant auprès du public en général, que des gens des milieux communautaires, que des gens des milieux étudiants, que des gestionnaires
de la santé et des services sociaux. Donc, tous ceux qui veulent bien discuter de ces questions-là avec nous, on est prêt à aller les rencontrer puis aller leur faire nos présentations. Dirais-tu que c'est quand même, je pense, une partie importante du travail d'Action Autonomie, tu sais, en plus des autres choses que vous faites, des autres revendications, mais la formation, je pense que l'individu a toujours été au cœur de votre mission, là. Oui. Ben, en fait, c'est comme ça qu'on change les mentalités. Un des gros problèmes qu'on constate, c'est que les mentalités en matière de santé mentale ont pas beaucoup évolué depuis 100 ans, en fait. C'est vrai. On pense beaucoup que ce sont des gens toujours qui ont besoin d'aide, qui sont vulnérables. C'est une expression qu'on utilise trop, à mon avis, là, des personnes vulnérables. Mais ce sont des personnes qui peuvent avoir certaines difficultés et besoin d'une certaine forme d'appui, mais qui ont aussi des aspirations. Et ces aspirations-là, il y a personne qui les écoute. On les prend souvent pour la manifestation d'un trouble mental, là, des propos délirants ou des trucs comme ça. Ouais. Nous, on prend la parole des personnes et on essaie de la faire connaître et de la faire respecter de ceux, notamment, qui auraient le pouvoir de l'entraver, cette parole-là. Et souvent, on oublie que la personne, avant d'avoir peut-être d'éprouver certaines difficultés en santé mentale, a une personnalité, a des aspirations, a des rêves, c'est ça aussi, c'est pas une personne qui est devenue tout à fait sans rien parce qu'elle a eu un enjeu de santé mentale. C'est ça. On n'est pas qu'un diagnostic. Il y a une personne derrière le diagnostic et nous, c'est un des messages là, qu'on essaie de passer au travers des formations qu'on offre. À quoi ça ressemble, les formations? Je pense qu'avant d'entrer en ondes, tu me disais qu'il y a quand même plusieurs formes, mais comment on peut les décrire? Ben, il y a surtout plusieurs sujets. Il y a des sujets très spécifiques à notre mission, comme la garde en établissement, par exemple, la fameuse loi P38 dont on entend parler souvent. Qui a évolué un peu, mais qui est encore à faire évoluer. Là, c'est ça, mais qui est surtout à faire respecter, parce qu'elle n'a jamais été vraiment respectée par les hôpitaux. Donc, nous, on donne des informations là-dessus sur comment les hôpitaux administrent cette loi-là de la mauvaise façon et au détriment des personnes qui sont censées soigner. On parle aussi d'autorisation judiciaire de soins, donc des gens qui se font forcer par les tribunaux de subir des traitements, d'intégrer des ressources d'hébergement ou de prendre de la médication, le plus souvent, et le tout sans leur consentement. Donc, quand on est obligé de subir des traitements médicaux, il y a déjà un problème et c'est une procédure qui normalement devrait être exceptionnelle, mais qui est de plus en plus routinière. On parle aussi des droits en général qui sont reconnus aux utilisateurs de services de santé par la loi sur les services de santé et services sociaux, notamment le droit de consentir, le droit de choisir son professionnel, le droit d'être accompagné dans une rencontre avec un médecin, etc. Tous des droits qui sont respectés de façon variable là, selon les individus et selon les établissements. C'est peu connu aussi, parce que dans le fond, tu nous disais ça souvent en ondes, que les gens peuvent choisir, s'ils se sentent pas bien de faire affaire avec un professionnel de la santé, peuvent décider, même si leur secteur leur conseillerait d'aller voir un tel et un tel, ils sont libres de choisir, entre autres. Là. Effectivement, on est libre, mais ce choix-là, cette capacité de choisir-là, elle est de plus en plus restreinte par les différentes réformes. Parce que si on a le droit de choisir son établissement de santé, la loi prévoit pas qu'on a le droit de choisir son point de service. Donc, quand on est dans un grand territoire d'un grand CIUS, par exemple, à Montréal, ou d'un CIS à l'extérieur, c'est difficile d'aller à l'extérieur du territoire de ce CIS-là, qui est très, très grand. Donc, on est un peu restreint, on est un peu toujours ramené vers les mêmes points de service, vers les mêmes professionnels avec qui on peut avoir des difficultés. Donc, c'est pas toujours un droit qui est facile à exercer. Oui, et aussi le droit, comme tu disais, comment tu disais ça, pas de refus, là, mais le droit de consentir. De consentir à avoir ou non des soins. On a le droit de ça, comme individu, autant physique que santé mentale. La loi, il n'y a pas deux lois. Il n'y a pas une loi pour les gens ordinaires puis une loi pour les gens qui ont des diagnostics en santé mentale. Tout le monde a les mêmes droits et c'est pas parce que les soins qui nous sont offerts concernent notre santé mentale puis qu'on nous fait de la pression pour les accepter qu'on est obligé de les accepter. Il y a des lois, il y a des jurisprudences qui prévoient que on peut refuser un traitement même si la conséquence du traitement c'est une dégradation de sa santé et même son propre décès. Ce droit-là, il est reconnu par les tribunaux depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, mais en santé mentale, ce sont des droits qui sont difficiles à faire respecter. Oui. Jean-François, qui suit les formations? Je me dis que c'est varié, mais pourrais-tu nous faire un portrait des différents types de publics, peut-être? Oui, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse autant aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé, les gens qui travaillent dans le milieu communautaire, les personnes qui utilisent des services, autant en santé que dans le milieu communautaire. Ça s'adresse aussi beaucoup aux étudiants.
aux professeurs qui nous invitent comme conférenciers dans un de leurs cours. Je disais tout à l'heure que on va souvent dans des groupes d'étudiants en travail social. C'est très bien, on est très content d'y aller, mais on aimerait ça aussi aller dans des cours de médecine, spécialité, psychiatrie, ou dans des cours de droit aussi, parce que il y a beaucoup de difficultés pour la représentation par avocat pour les personnes avec des problèmes de santé mentale, parce que les avocats eux-mêmes, pour plusieurs d'entre eux, ont des préjugés envers ces personnes-là et les représentent pas bien. Donc nous, on aimerait ça pouvoir aller leur parler. On a eu l'occasion de faire une présentation à des juges de la Cour supérieure il y a 1 an ou 2 sur notre recherche sur l'autorisation judiciaire de soins. Donc ça aussi, c'est des gens qu'on est très intéressés à les rencontrer. Donc ça va du juge de la Cour supérieure jusqu'à la personne utilisatrice de services dans un organisme communautaire ou même dans un hôpital ou dans une clinique. Donc, n'importe qui, dans le fond, n'importe quel petit groupe de 5-6 personnes qui voudraient nous rencontrer puis discuter avec nous d'un des nombreux sujets dont on peut les entretenir, ça nous fait plaisir d'aller les rencontrer. Et de quelque façon que ce soit virtuellement, soit en personne, comme tu dis. Mais oui. je suis curieux, je sais pas si tu peux nous dire, mais au niveau des juges, c'était quoi tu sais, c'est quand même c'est quelque chose là, d'aller former des juges. Puis est-ce que la réponse était bonne? Est-ce que vous sentez qu'il s'est passé au moins une transmission d'infos? Ça passe souvent par un individu. Les juges sont comme l'ensemble des citoyens. Il y en a qui ont des préjugés, puis il y en a qui sont plus ouverts. Ouais. Et il se trouve qu'on en connaissait un juge de la Cour supérieure, un peu plus ouvert et qui voulait sensibiliser ses collègues à la réalité de l'autorisation judiciaire de soins, comment c'était vécu par les personnes, etc. Donc, il nous a invités. On est allé les voir et on venait de lancer cette recherche-là sur laquelle on avait travaillé pendant 2 ans. Et effectivement, ça a suscité beaucoup d'intérêt auprès des juges. Puis ça les a sensibilisés au fait qu'il fallait regarder ces causes-là une à une et rendre des jugements individualisés et éviter le traitement un peu automatique de ces causes-là et se pencher vraiment sur la réalité de la personne qui est devant nous et pas uniquement se fier aux témoignages d'experts là, par le médecin et par l'établissement. Faut être persévérant, persistant et tout là, pour dans le fond, c'est ça, la santé mentale, c'est une pierre à la fois, puis on essaie d'avancer le chemin, mais c'est pas évident, mais il faut convaincre chaque personne, chaque groupe. Hein. Ce n'est pas évident, mais on se rend compte avec nos nouvelles recherches, avec les mises à jour de nos portraits, entre autres sur l'utilisation de la garde dans l'établissement, que les choses commencent à changer un petit peu. Les procès durent un petit peu plus longtemps. Les gens peuvent parler un peu plus, peuvent parler un peu plus longtemps. Ils sont plus souvent représentés par des avocats. Ils ont plus souvent des accueils partiels plutôt que des accueils intégraux des requêtes de l'établissement. Il y a même un peu plus de rejet parfois des requêtes de l'établissement par le tribunal. Donc, on sent qu'il y a des choses qui changent un petit peu. On prétend pas que c'est uniquement grâce à nous. Il y a des jugements de la Cour d'appel qui ont été rendus qui étaient favorables aux personnes et qui étaient évidemment en cohérence avec la loi qui était mal appliquée, qui aident beaucoup les personnes. Mais il y a quand même une petite évolution qu'on constate depuis quelques années là, dans l'application de ces mesures-là. C'est évidemment un travail à long terme, mais en même temps, quand on sent que ça évolue, c'est quand même encourageant. Et je pense que vous vous découragez vraiment pas, hein, vous et d'autres groupes là, de représentation, justement, au niveau des droits. Oui, on est des gens persévérants. Et d'ailleurs, des groupes comme le nôtre, il en existe dans toutes les régions du Québec. Ouais. Donc, nous, on couvre l'île de Montréal, mais il y a des groupes à Laval, dans la Naudière, sur la Rive-Sud, etc. Et ces gens-là aussi offrent des formations dans leur milieu. Donc, on essaie comme ça de couvrir tout le Québec et de sensibiliser toute la société québécoise. Pourquoi, bien sûr, tu nous as exposé plusieurs points, mais pourquoi c'est important de continuer la formation? Tu sais, c'est comme une formation continue, en fait, auprès de tous les publics, là. Oui. Mais pourquoi il ne faut pas lâcher la formation? Ben, moi, ma mère était enseignante et disait toujours « la répétition est l'âme de l'éducation ». Donc, il faut répéter pour éduquer, pour faire changer les mentalités. Il y a aussi beaucoup de roulement de personnel dans différents milieux de travail. Donc, on peut aller plusieurs années de suite dans un même milieu puis pas parler aux mêmes gens. Donc, c'est important de porter cette parole-là sur le long terme parce que c'est sûr qu'une rencontre, une formation comme ça
ponctuellement, on en oublie la plus grande partie assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir, qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle des agents multiplicateurs, des personnes qui restent dans le milieu de travail ou dans le milieu de soins et qui vont continuer à sensibiliser ses collègues sur ces questions-là une fois que nous, on aura quitté. Ils vont devenir des ambassadeurs, finalement. C'est ça, exactement. Comment les gens procèdent? Il faut juste être soit un petit groupe ou en tout cas une organisation, un organisme, peu importe, un service ou même une université, par exemple. Comment on fait pour vous contacter? C'est des formations gratuites? C'est ça. En fait, on diffuse assez largement notre offre de formation. On l'envoie par courriel à plusieurs centaines d'adresses là, sur l'île de Montréal. On est toujours prêt à rajouter des gens dans nos listes d'envoi. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par ces formations-là, ils sont les bienvenus de nous contacter pour qu'on ajoute leurs coordonnées à nos listes d'envoi. Donc, on envoie ces listes-là régulièrement. Et on a les dates et les thématiques et tout à ce moment-là. Ouais. En fait, il n'y a pas vraiment de date parce que nous, on s'adapte à la demande. Donc, si quelqu'un nous demande d'aller dans son milieu pour faire une formation, ben on va y aller au moment qui lui conviendra, pour la période de temps qui lui conviendra. Okay. S'ils ont 2 heures, on va faire 2 heures. S'ils ont 15 minutes, on va faire 15 minutes. C'est arrivé que j'aille dans des hôpitaux, dans des changements de quart de travail de 15 minutes, dans des petites réunions d'équipe, juste pour passer quelques idées. Donc, on est prêt à faire ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire aussi des grandes conférences de 2 heures de temps devant des groupes d'étudiants. Il n'y a pas de limite à l'adaptabilité de ce qu'on a. Et les coordonnées en terminant? Ben, c'est ça. On peut nous joindre par téléphone au 514-525-5060. Et notre site Internet, c'est actionautonomie.qc.ca. Et notre adresse courriel, j'en profite pour la donner, c'est lecollectif en un mot, @actionautonomie.qc.ca. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par notre offre de formation, peuvent nous envoyer un courriel. Ça nous fera plaisir d'y donner suite rapidement. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. De retour à Folie douce qui informe, démystifie et tente de faire changer les mentalités au sujet de la santé mentale. Nous poursuivons avec l'espresso allongé cette fois. Pierre, on a commencé un sujet plus tôt dans l'émission, le goût de l'effort. Il m'était venu à l'idée, tu nous parlais tantôt que certains parents veulent faire comme un genre de cocon pour leurs enfants, puis ça les encourage un peu à avoir tout cru dans le bec, là. Je me disais peut-être qu'autrefois, les familles nombreuses faisaient en sorte que c'était moins possible. Fait que peut-être que les jeunes devaient faire des efforts puis devaient se débrouiller un peu plus. C'est une hypothèse. C'est vrai qu'on dit que les enfants d'aujourd'hui sont plus gâtés. C'est un peu plus entourés. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je vais continuer ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Comment donner le goût de l'effort à nos enfants ». J'ai pris ça sur le site français magazineavantage.fr. C'est écrit par une dame du nom de Françoise Devilliers qui est auteure. Alors, cette fois-ci, cependant, c'est une dame du nom de Anne Notelet qui est professeure d'entraînement physique qui nous parle. Alors, ça s'appelle « L'effort et le sport ». Elle nous dit, dès qu'il a l'âge, procéder par étapes par l'apprentissage du tricycle, décortiquer les efforts, par exemple comme le pédalage, bien tenir le guidon, etc. Faites-lui parler de sa stratégie, en lui disant par exemple, comment as-tu fait? Et s'il tombe, qu'il remonte. Dites-lui tout ce que cela va lui apporter. Imposez-lui au moins un sport. C'est le domaine par excellence où l'on apprend à persévérer et où l'intérêt se développe en le faisant. Mettez-le devant les évidences. Une entorse en jouant au basket, d'où la nécessité de l'échauffement. Il apprend à ses dépens. Ne cédez pas tout de suite quand il veut abandonner une nouvelle activité. Qu'il continue encore un mois, ensuite vous réfléchirez. Si cela devient une souffrance, autorisez-le à s'arrêter. Mais prévenez-le pour la prochaine activité. Quel que soit le sport, il n'y arrivera pas tout de suite. L'effort à l'école maintenant avec Mme Brigitte Prot, ça s'écrit P-R-O-T. Tu vois, j'ai pas osé dire Prot. Ouais, c'est ça. Alors, je vais l'appeler Mme Brigitte Prot. On va regarder le T muet. Alors, cette dame est enseignante et spécialiste de la motivation scolaire. Elle nous dit instaurer un rituel de travail quotidien non négociable et un créneau horaire dès le primaire. La concentration et la gymnastique intellectuelle s'exercent sur la durée. Après, c'est plus difficile. Beaucoup disent « je m'y mettrai quand je serai dans ma branche ». Mais souvent, jeunes adultes, ils ne sont plus à même de le faire car il leur manque des habitudes de travail et des savoirs de base.
Établissez donc des règles, les devoirs avant les écrans. Éliminez aussi les sollicitations dans la pièce où il travaille. Pas de télé dans la chambre. Faites émerger sa motivation autrement que par la carotte. Ce n'est pas ainsi qu'on donne du sens au fait d'apprendre. Optez pour les sanctions positives. Mieux vaut l'obliger à faire quelque chose en famille en lui confiant une responsabilité. En lui disant, par exemple, c'est toi qui fais sonner le réveil chaque matin cette semaine. Ainsi, tout en accomplissant un effort, il retrouve votre confiance sur un autre plan que l'école. Donnez du sens aux apprentissages. Saisissez les occasions de la vie pour lui en montrer les applications et la finalité. Par exemple, l'anglais sert à communiquer avec le monde entier et la géographie aide pour voyager. Faites-le rêver à plus tard. Ainsi, un désir le motive et il imagine le résultat. Faites aussi le lien entre les exigences immédiates et l'objectif à long terme, comme par exemple lire un peu chaque jour. Donnez-lui des buts à court terme. Comment se relever d'un 0 en orthographe? Faites un exercice chaque soir. Encouragez-le. Souvent, l'absence d'effort vient du renoncement par peur de ne pas y arriver. Et dans le fond, c'est la fréquence. Je me rends compte qu'il ne faut pas décourager un jeune. C'est vraiment la fréquence qu'il faut faire en sorte que il va trouver que c'est quand même pas si laborieux que ça. Là. C'est ça, c'est en réussissant qu'on prend de l'assurance. Mais c'est vrai aussi pour nous les adultes. Aussi. Oui. Alors, on nous dit, regardez ces cahiers depuis le début de l'année et constatez ensemble ses progrès. Attention aux messages que vous faites passer, par exemple, en vous interrogeant déjà en septembre sur les vacances de la Toussaint et de Noël, comme si le travail était un intermède désagréable entre deux périodes de vacances. Ouais. Parlez vrai. Comme, par exemple, lui dire « Quand j'étais petite, moi aussi, je trouvais dur de rester à l'école et de faire mes devoirs. Mais maintenant, je me rends compte que ce que j'ai appris me sert. » Maintenant, quelques trucs de parents pour leur donner goût à l'effort. Éric, qui est père de Tom, qui a seulement 11 ans, nous dit « Je l'ai amené en randonnée très jeune. Je divise la marche en séquences courtes et en mettant des mini-objectifs. Les animaux qu'on apercevra là-haut, le goûter, la nuit en refuge. » Anne, qui est mère de Léo, qui a 15 ans, nous dit « Je crée en lui des déclics en lui faisant mesurer les conséquences de sa paresse. » Elle dit « Dans ton école, il ne garde pas ceux qui ne travaillent pas. » On va de toute façon mettre le lien pour des gens qui voudraient aller lire la suite ou le texte lui-même sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce, le goût de l'effort. Merci Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous radiophonique, Pierre, j'aimerais ça te remercier pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Et te remercier aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. C'était le goût de l'effort. Ça nous donne le goût de se surpasser. Quasiment. On n'a pas peur. On n'a pas peur de donner un deuxième effort. Notre collaboratrice en début d'émission était Véronique Bourbeau. Elle nous a présenté son sujet ménopause, sommeil et santé mentale. Et notre invité en début de deuxième demi, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, nous a parlé des formations gratuites en santé mentale. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.